Je n'ai jamais eu l'habitude de m'arrêter dans ce petit café. Trop sombre, trop étroit, et surtout trop proche de la maison, là où chacun connaît la vie de l'autre. Mais ce jour-là, sans savoir pourquoi, j'ai poussé la porte vitrée. Peut-être pour échapper à la pluie fine de novembre, peut-être pour respirer un instant loin de mon quotidien rythmé par les courses, les enfants, et ce silence confortable, parfois étouffant, de mon mariage. L'odeur du café fraîchement moulu m'a enveloppée aussitôt, chaude, rassurante. J'ai choisi une table au fond, dos à la rue, pour observer sans être vue. J'aimais ce sentiment de me cacher à la vue des autres, comme si j'offrais à mon âme une petite pause clandestine. C'est alors que je l'ai aperçu. Assis près de la vitre, un livre ouvert devant lui, un carnet noir à portée de main. Ses cheveux avaient blanchi aux tempes, mais je l'aurais reconnu entre mille. Mon cœur s'est serré avec une force presque douloureuse. Monsieur Lambert, mon ancien professeur de littérature. Celui qui, à 17 ans, m'avait fait découvrir la puissance des mots, les étreintes des poèmes, et ces phrases qui donnaient l'impression qu'on pouvait brûler le monde en écrivant seulement quelques lignes. Je n'avais jamais osé lui dire à quel point ces cours avaient marqué mes années de lycée. Je m'étais contentée de le regarder, fascinée, tout en notant sagement dans mes cahiers. Et le voir là, devant moi, dans ce café de quartier insignifiant, c'était comme si le passé venait de me frapper en plein cœur. J'ai hésité. Devais-je aller le saluer? Ou rester dans mon coin, savourant ce frisson interdit, presque adolescent, qui parcourait mes veines? Mais ses yeux se sont levés, comme s'il avait senti ma présence. Il m'a regardé, un regard clair, attentif, qui n'avait pas changé. Et puis, doucement, un sourire. À cet instant précis, j'ai senti mon cœur battre comme à 20 ans. Je n'ai jamais su si j'ai bougé la première ou si ce fut lui. Tout ce que je sais, c'est qu'une seconde plus tard, je me trouvais debout, mes doigts nerveux serrant la anse de ma tasse brûlante, mes jambes un peu tremblantes, comme celles d'une adolescente convoquée au tableau. J'ai avancé vers sa table, le cœur battant trop vite pour mon âge et mon statut de femme mariée, mère de 2 enfants, supposée rationnelle, posée, adulte. Monsieur Lambert, dis-je, ma voix portant ce petit tremblement ridicule qui trahissait mon trouble. Il a levé les yeux, a plissé légèrement les paupières, puis son sourire s'est élargi. Mais bien sûr, Julie. Je crois que je n'avais pas entendu mon prénom prononcé avec autant de chaleur depuis des années. Il ne l'a pas dit comme un rappel administratif, ni comme un reproche, ni comme une habitude conjugale. Il l'a prononcé comme une évidence, une musique familière retrouvée par hasard. Je me suis assise, presque sans attendre qu'il m'y invite. Tout autour de nous, le café bruissait de conversations, de cuillères qui s'entrechoquaient contre des tasses. Mais il me semblait que le monde entier s'était réduit à cette table, à lui et moi. Ça fait 20 ans, au moins, dis-je. Non, 22, pour être précis, répondit-il, son regard pétillant derrière ses lunettes fines. 22 ans, toute une vie. J'ai senti le poids de ces années soudain peser sur mes épaules, comme si mon alliance s'était faite plus lourde sur mon doigt. Je l'ai détaillé discrètement. Ses cheveux, en partie grisonnants, ajoutaient à son allure une dignité tranquille. Quelques rides marquaient son front, mais ses yeux étaient les mêmes, ce regard vif, attentif, curieux de l'autre, celui-là même qui me faisait rougir quand il s'attardait une seconde de trop sur moi, autrefois, au lycée. Et vous, enfin, qu'est-ce que tu deviens, osai-je demander, maladroitement, hésitant entre le respect de jadis et la familiarité des retrouvailles. Il a souri à mon hésitation. Retraité depuis 2 ans. Enfin, en partie. Je donne encore quelques cours à l'université, pour le plaisir, et j'écris un peu. Des articles, parfois des critiques littéraires. Écrire, bien sûr. Il ne pouvait en être autrement. Il vivait encore entouré des mots, comme autrefois, quand il noircissait le tableau de citations et que ses mains dessinaient dans l'air des gestes presque théâtraux. Et toi? Cette question banale m'a frappé de plein fouet. Moi, qu'est-ce que je devenais? J'ai eu envie de répondre avec sincérité, je deviens ce qu'on attend de moi. Une épouse, une mère, une voisine polie. Je deviens la somme des habitudes et des compromis. Mais j'ai souri,
comme on sourit lors des repas de famille quand on résume sa vie en quelques mots convenables. Mariée, 2 enfants, je travaille à la médiathèque de la ville. Rien d'extraordinaire. Il m'a regardé sans dire un mot, et ce silence a eu plus de poids que 1000 questions. Je me suis sentie mise à nu, comme si mes phrases soigneusement choisies ne suffisaient pas à masquer le reste. Alors, pour détourner l'attention, j'ai ajouté, tu n'as pas changé, en fait. Il rit doucement. Aussi, tout change. Mais je suis heureux que tu penses le contraire. Ce rire n'avait pas changé, lui non plus, ce petit éclat chaleureux, un peu grave, qui résonnait comme un souvenir familier. Nous avons parlé longtemps, bien plus longtemps que je ne l'aurais cru possible, de ses voyages, de mes enfants, de livres que nous avions lus, de films oubliés. Tout semblait couler naturellement, comme si les années écoulées n'étaient qu'une parenthèse et que nous reprenions une conversation laissée en suspens la veille. Mais au fond de moi, une agitation nouvelle grandissait. À chaque sourire qu'il m'adressait, à chaque fois que son regard s'attardait sur moi, je sentais mon cœur battre plus fort. Je ne voulais pas me l'avouer, mais j'avais peur qu'il remarque la rougeur de mes joues, ce frisson au creux de ma nuque. Je pensais à mon mari, à son sérieux, à sa fidélité tranquille, à son amour mesuré. Je pensais à la routine douce, mais implacable, de nos journées, et je me surprenais à comparer. Ce n'était pas juste, ni pour lui ni pour moi. Pourtant, je ne pouvais empêcher mon esprit de glisser vers ce que je ressentais à cet instant précis, une légèreté que je n'avais pas connue depuis mes 20 ans. À un moment, il a posé sa main sur la table, près de la mienne, pas dessus, juste assez proche pour que la chaleur de sa peau effleure mes doigts. Un geste minuscule, anodin peut-être, mais j'ai eu l'impression que le café tout entier, que la ville entière, retenait son souffle. Julie, je suis content de t'avoir retrouvée, dit-il, sa voix portant cette douceur troublante. J'ai baissé les yeux, incapable de soutenir son regard. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'avais peur que ma voix me trahisse. Alors, j'ai parlé d'autre chose, du temps qui passait trop vite, des enfants qui grandissaient, des livres qu'ils devaient absolument lire. Une fuite maladroite, mais nécessaire. Pourtant, en quittant le café plus tard, lorsque nous avons échangé nos numéros pour « se revoir », pourquoi pas, j'ai su que quelque chose venait de basculer point car ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai longuement observé mon reflet dans le miroir du couloir, et j'ai vu une femme que je ne reconnaissais plus tout à fait. Une femme dont le cœur battait à contretemps, dont les yeux brillaient d'une lumière oubliée. Je me suis couchée à côté de mon mari. J'ai répondu machinalement à ses questions, mais mon esprit était ailleurs. Il était resté là-bas, dans ce café étroit, assis face à un homme qui m'avait rappelé que j'avais encore une jeunesse tapis haut. Fond de moi. Et dans le silence de la nuit, j'ai murmuré pour moi seule, pourquoi aujourd'hui? Pourquoi lui? Mais je savais déjà que je n'avais pas envie de trouver une réponse. Les jours qui suivirent me parurent étranges, comme si la réalité avait pris une teinte nouvelle. Le café, la pluie sur la vitre, son sourire, tout cela revenait par éclats à des moments inattendus, en étendant le linge, en feuilletant un roman, même en écoutant mon fils raconter son dernier match de football. Comme si une partie de moi refusait de laisser ce souvenir s'éteindre, s'accrochant à lui comme à une flamme fragile, mais brûlante. Mon mari, Marc, n'a rien remarqué, ou du moins, je préfère croire qu'il n'a rien vu. Il a ses habitudes bien réglées, son travail d'ingénieur qui le garde tard certains soirs, ses joggings matinaux, ses repas à heure fixe. Entre nous, il y a de la tendresse, de l'affection, mais plus rarement ces élans spontanés qui faisaient autrefois palpiter mon cœur. La passion, si elle avait existé, s'était fondue dans la routine, dans le confort des gestes répétés. Je ne peux pas dire que je suis malheureuse. Ce serait injuste. J'ai une maison, 2 enfants en bonne santé, un mari fiable, une vie stable. Mais depuis ce jour au café, quelque chose en moi s'agite, comme une corde tendue entre 2 mondes, celui de ma vie actuelle, paisible et prévisible, et celui des émotions brusques, imprévisibles, palpitantes. Le lundi matin, je me suis retrouvée à la médiathèque, classant des romans sur les étagères. D'ordinaire, j'aime ce travail calme, ce contact quotidien avec les livres et les lecteurs. Mais ce jour-là,
je me suis surprise à chercher son nom dans les rayons, Lambert. Bien sûr, je savais que je ne trouverais rien. Il écrivait des articles, pas des romans. Mais ce geste m'a trahi. Plus tard, en accueillant une classe d'enfants turbulents, j'ai eu un flash, moi, adolescente, assise au dernier rang, écoutant sa voix expliquer un poème de Rimbaud. J'entendais presque ces mots résonner encore, comme une incantation. Et je me suis demandé, avais-je déjà été amoureuse de lui? Peut-être pas. Peut-être que ce n'était qu'une admiration d'élève pour son professeur. Mais alors, pourquoi, 20 ans plus tard, ce trouble renaissait-il avec une telle intensité? Le soir, à table, ma fille de 13 ans m'a observé longuement. Maman, tu es bizarre depuis quelques jours. J'ai ri pour détourner l'attention. Bizarre? Comment ça? Je sais pas. Tu as l'air dans la lune. Elle avait raison. J'étais ailleurs. Mon esprit oscillait entre les cahiers d'école de jadis et le sourire d'aujourd'hui, entre ce que j'étais et ce que je croyais être devenu. Le mercredi, alors que je pliais du linge dans la chambre, mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. En ouvrant le message, j'ai senti mon cœur s'accélérer. Julie, j'espère ne pas être indiscret en t'écrivant. Notre conversation m'a fait beaucoup de bien. Si tu as envie de poursuivre, je serai au café vendredi après-midi. Sobre, respectueux, mais ces mots suffisaient à bouleverser mon univers. Je suis restée longtemps assise sur le lit, le téléphone à la main. J'avais envie de répondre aussitôt. Mais que dire? Oui, je viendrai. Ce serait trop direct. Non, je ne peux pas. Ce serait mentir, car j'en avais terriblement envie. Alors, je n'ai rien écrit. Pas tout de suite. J'ai attendu. Le soir, en préparant le dîner, j'étais distraite. Marc parlait de son nouveau projet au bureau, et je hochais la tête machinalement. Lui ne voyait rien, peut-être parce qu'il avait trop confiance en moi, ou peut-être parce qu'il ne s'attendait pas à ce que sa femme, si raisonnable, si fidèle, puisse vaciller un jour. Avant de me coucher, j'ai enfin tapé une réponse, je passerai peut-être. Peut-être. Ce mot flottait entre prudence et désir. Les jours précédents ce vendredi furent une torture douce. J'alternais entre l'excitation et la culpabilité. Chaque geste du quotidien me paraissait teinté de ce secret, préparer le cartable de ma fille, répondre aux emails de la médiathèque, étendre une machine. Tout devenait presque irréel, car mon esprit était ailleurs. Je me souvenais de lui, 20 ans plus tôt. Je me revoyais recopiant ses citations sur mes cahiers, m'appliquant plus que nécessaire pour lui plaire, espérant qu'il remarque la finesse d'une remarque, la justesse d'une analyse. Il ne m'avait jamais donné plus d'attention qu'aux autres. Mais moi, j'avais interprété chaque sourire, chaque regard, comme un signe caché. Adolescente naïve. Et voilà qu'aujourd'hui, adulte, mariée, mère, je me surprenais à chercher encore ce signe. Le vendredi est arrivé. Toute la matinée, j'ai tenté de me convaincre de ne pas y aller. Je m'étais dit, ce n'est pas raisonnable. Ce n'est qu'un café. Cela ne mène à rien. Mais plus j'essayais de me raisonner, plus j'avais envie d'y aller. À 14 heures, j'étais encore à la maison. J'ai changé de chemisier 2 fois, pestant contre mon propre ridicule. Pourquoi vouloir plaire à un homme que je n'avais pas vu depuis 20 ans? Pourquoi, alors que j'étais censée être heureuse dans ma vie, ce besoin de séduire revenait-il me hanter? À 15 heures, j'ai pris mon sac et je suis sortie. La pluie tombait finement, comme le jour de notre première rencontre, mais mes pas résonnaient sur le trottoir, rapides, nerveux. En approchant du café, mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'on l'entende. Et quand j'ai poussé la porte, je l'ai vu. À la même place, près de la vitre, un carnet ouvert devant lui. Il a levé les yeux. Son sourire s'est dessiné, tranquille, accueillant, comme s'il m'attendait depuis toujours. « Tu es venu, dit-il. » Je n'ai rien répondu. Je me suis assise, et dans ce simple geste, j'ai compris que, sans le dire encore, j'avais déjà franchi une ligne invisible. En m'asseyant à sa table, j'ai senti une chaleur étrangement vraie, pas seulement à cause du café fumant que la serveuse venait de déposer devant moi, mais à cause de lui,
de sa présence, de ce sourire paisible qui semblait accueillir mes hésitations sans jugement. J'avais peur que tu ne viennes pas, dit-il doucement. J'ai baissé les yeux vers ma tasse. Moi aussi. Il rit, un petit rire discret, comme s'il comprenait la vérité cachée derrière ces 3 mots. Nous étions là, face à face, 2 adultes raisonnables. Mais l'air entre nous vibrait d'une énergie adolescente, fragile et brûlante à la fois. Au début, nous avons parlé de tout et de rien, de la pluie de septembre, de la ville qui avait changé, des librairies qui fermaient les unes après les autres. Je buvais ses paroles, non pas tant pour leur contenu que pour le timbre de sa voix, cette chaleur grave qui me ramenait 20 ans en arrière. Puis, il a posé son carnet sur la table, le refermant d'un geste lent. J'écris mes souvenirs, tu sais. Pas pour les publier, juste pour moi. Tes souvenirs? Oui. Les années d'enseignement, mes voyages, et parfois, des visages. Je n'ai rien dit, mais mon cœur s'est emballé. Des visages? Le mien y figurait-il, peut-être dans un coin de mémoire, une élève attentive parmi tant d'autres? J'aurais voulu poser la question, mais ma voix est restée bloquée dans ma gorge. Et toi, reprit-il. Tu écris toujours? J'ai sursauté. Moi? Mais je n'ai jamais. Il a hoché la tête. Si, je me souviens. Tu rendais des copies pleines de phrases qui dépassaient le cadre. Tu avais ce besoin d'ajouter des images, des métaphores, comme si les mots ne suffisaient jamais. Je me suis tue, troublée. Comment pouvait-il se souvenir de cela après tant d'années? Moi-même, j'avais presque oublié cette manie. J'ai arrêté, murmurai-je. La vie a pris le dessus. Il m'a observé longuement. La vie, ou la peur de ce qu'on pourrait réveiller en écrivant. Cette phrase m'a transpercée. J'ai eu envie de lui répondre que non, que je n'avais pas peur, que j'étais simplement trop occupée par mes enfants, par mon mari, par mon travail. Mais je savais qu'il avait raison. J'avais peur, peur de rouvrir une porte que j'avais refermée il y a longtemps, celle de mes rêves, de mes élans, de ma fougue. Les silences. Il y avait entre nous des silences étranges, pas gênants, pas lourds, des silences qui semblaient au contraire remplir l'espace, comme si nos respirations suffisaient à se répondre. Je jouais machinalement avec la cuillère de ma tasse, et chaque fois que je levais les yeux, je croisais son regard. Tu as l'air ailleurs, dit-il doucement. Peut-être que j'y suis, soufflai-je, avant de me mordre les lèvres. Il a souri. Ce sourire qui n'était ni moqueur ni paternaliste, mais complice, presque tendre. Moi aussi, Julie, moi aussi. À un moment, il a évoqué un cours de littérature, celui sur Baudelaire. Je m'en souvenais vaguement. Lui, en revanche, semblait se rappeler chaque détail, la salle, la lumière de l'après-midi, et même une remarque que j'avais faite. Tu avais dit que les fleurs du mal parlaient de toutes les contradictions humaines, le désir et la culpabilité, la beauté et la laideur, l'ombre et la lumière. Tu avais 17 ans, et déjà, tu avais compris cela. Je l'ai regardé, bouche entr'ouverte. Je ne me souvenais pas d'avoir dit une chose pareille, mais le fait qu'il s'en souvienne, lui, après tout ce temps, cela m'a bouleversée. Tu exagères, murmurai-je. Non. Tu avais cette lucidité, et je crois que tu l'as toujours. Ces mots résonnaient en moi comme une reconnaissance. Comme si, depuis des années, j'attendais que quelqu'un me voie autrement que comme une épouse, une mère, une employée de médiathèque. Comme si lui seul se souvenait de la jeune femme que j'avais été, et de celle que je pourrais encore être. À mesure que l'après-midi avançait, je sentais mon trouble grandir. Ce n'était pas seulement de la nostalgie. Ce n'était pas seulement le charme des souvenirs. C'était quelque chose de plus vif, de plus dangereux. Quand sa main a effleuré la mienne, par inadvertance peut-être, j'ai eu l'impression que tout mon corps s'embrasait. Pourtant, il n'a pas insisté. Son geste était discret, presque accidentel, mais pour moi, il avait la force d'une déclaration silencieuse. Je me suis reculée légèrement, prise de panique intérieure. Je ne devrais pas être là, murmurai-je. Il a baissé les yeux, comme s'il avait prévu ma réaction. Je comprends. Je voulais qu'il insiste, qu'il me dise, reste, je t'attendais.
Mais il ne l'a pas fait. Il m'a laissé libre, totalement libre. Et c'est ce qui a rendu sa présence encore plus troublante. Lorsque je me suis levée pour partir, j'avais le cœur serré. Je ne savais pas si j'allais revenir, ni si je devais le faire. Mais je savais que ce moment, cette conversation, resterait gravée en moi. Merci, dis-je simplement. Il a acquiescé, son regard plongé dans le mien. Merci à toi. Je me suis retournée une dernière fois en franchissant la porte du café. Il était resté là, à sa table, le carnet fermé devant lui, comme s'il m'attendait encore, comme si rien n'était fini. En marchant sous la pluie, j'ai senti une larme couler sur ma joue. Était-ce de la joie, de la peur, ou de la culpabilité? Peut-être un peu des trois. Le soir, allongé dans mon lit, j'ai écouté la respiration régulière de Marc endormi. J'ai fermé les yeux, mais je n'ai pas trouvé le sommeil. Son regard, ses mots, sa main frôlant la mienne, tout revenait en boucle. Et au fond de moi, une certitude grandissait, quelque chose s'était réveillé, quelque chose que je ne pourrais plus étouffer. Les semaines ont passé. J'ai revu Monsieur Lambert encore une fois, puis une autre, dans ce même café où tout avait commencé. Nos conversations étaient devenues plus profondes, plus intimes, parfois même trop proches de la frontière que je m'étais juré de ne pas franchir. Jamais il n'a tenté de me séduire ouvertement. Il n'y a pas eu de gestes déplacés ni de promesses murmurées, mais il y avait ce regard, cette attention, cette façon de me voir telle que je n'osais plus me voir moi-même. À ses côtés, je redevenais la jeune fille qui rêvait, qui écrivait, qui croyait que les mots pouvaient changer le monde. Et c'était peut-être cela, le plus dangereux. Il ne m'offrait pas un corps à désirer, mais une âme à réveiller. J'ai longtemps hésité. Je rentrais chez moi, le cœur partagé entre la chaleur de ma famille et la brûlure de ce que je vivais en secret. Chaque sourire de mon mari me rappelait ma loyauté. Chaque rire de mes enfants me rappelait ma responsabilité. Mais chaque rencontre au café me rappelait que j'étais aussi une femme, pas seulement une épouse ou une mère. Un soir, en rangeant de vieux cartons, je suis tombée sur un cahier de jeunesse. Mes phrases maladroites, mes poèmes hésitants, mes rêves griffonnés. Tout était là. En les lisant, j'ai compris que ce que je cherchais auprès de lui n'était pas vraiment lui. C'était moi. Moi, tel que j'avais été, moi, tel que j'avais oublié d'être point alors, j'ai pris une décision, la plus difficile peut-être. J'ai arrêté d'aller au café. J'ai laissé ces messages sans réponse, non par indifférence, mais parce que je savais que si je continuais, je trahirais ce que j'aimais le plus, ma vie, ma famille. Ce fut douloureux, oui. J'ai pleuré, j'ai douté, j'ai regretté. Mais peu à peu, j'ai senti renaître en moi quelque chose d'autre. J'ai recommencé à écrire, pas des chefs d'œuvre, juste des pages pour moi, des mots pour exister. Et c'est ainsi que j'ai compris que ce qu'il avait réveillé en moi n'était pas un désir interdit, mais un appel à me retrouver. Parfois, les rencontres inattendues viennent bousculer nos certitudes. Elles nous troublent, nous mettent face à nos manques, et nous offrent un miroir de ce que nous avons oublié en chemin. Mais il ne s'agit pas toujours de suivre cette tentation. Il s'agit parfois de la reconnaître, de l'accueillir, puis de choisir la fidélité à soi-même et à ce que l'on aime. Car au fond, ce n'était pas lui que j'avais retrouvé ce jour-là dans le café, c'était moi. Et cette découverte, aussi douloureuse et lumineuse soit-elle, m'a rendue à moi-même. Pas seulement l'épouse, pas seulement la mère, mais Julie, la femme qui rêvait, qui écrivait, qui vivait. Et dans mes mots, dans mes silences, dans les pages que je noircis à nouveau, je continue à exister, à respirer, à être.